Nous ne voulons pas de mal à notre planète. Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir, Michel Larocque. Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors Michel, vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que, avec François Baroin, vous avez déjà fait l'amour à 3? Troyes, tu veux dire la ville de Troyes, évidemment. Ah non. Jacques Attali. Alors Jacques Attali, bonsoir. Selon le magazine Foreign Policy, vous êtes considéré comme l'un des 100 intellectuels les plus importants du monde. Mais vous êtes souvent critiqué pour votre côté « Monsieur je sais tout ». En tant que Monsieur je sais tout, j'imagine que vous le savez. Seth Gecko. Seth Gecko, bonsoir. Vous êtes rappeur et vous êtes mis au rap parce que c'est le seul métier où avoir fait de la prison est considéré comme une expérience professionnelle valorisante. Et Kev Adams. Bonsoir, très heureux de vous avoir. Alors Kev, vous êtes la star incontestée des adolescents, enfin avec le clérasile et la masturbation quand même. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Frédéric Marin, qui assigne l'État pour faute lourde après le meurtre de sa fille Agnès par un mineur récidiviste. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Kev Adams, rebonsoir. Bonsoir. Alors on dit que chez les ados, vous êtes encore plus populaire que le piercing au sourcil ou une tentative de suicide, c'est vrai? Vous savez, vous les avez toutes faites, masturbation, tentative de suicide, piercing. Ouais. Écoutez, c'est un public kiffant, les jeunes, Ouais. vraiment. Ils mettent l'ambiance dans les salles et C'est tout vrai. ça. Ils ont encore la force de bouger, pas comme dans les concerts de Franck Michael, c'est plus compliqué, tu vois. En même temps, ils écoutent One Direction quand même, non? Ça, c'est cool. Moi, je te le mets, je te dis, c'est pas du One Direction. D'accord. Tu vas me dire, putain, c'est pas mal ce petit On va groupe essayer. anglais, là, franchement. Et donc, voilà. Donc, ouais, moi, j'ai pas honte d'être comparé à ce genre d'artiste. En tout cas, tu sais, je vous coupe une seconde. Tout le monde m'a dit, t'es pas vraiment une vedette tant que tu t'es pas fait ardissonner. C'est gentil. Et ça y est, je me fais ardissonner aujourd'hui. Alors, je suis content. Alors, vous êtes comédien humoriste, vous faites de la scène depuis l'âge de 16 ans. Vous avez été révélé par l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Puis il y a la série Soda, la scène avec Voilà Voilà. Et vous avez 3,5 millions d'amis sur Facebook. J'espère qu'ils nous regardent ce soir, Kev. Écoutez, oui, après, vous savez comment c'est. Il n'y a pas 3,5 millions qui sont là, qui suivent tout ce qui se passe. Ah, je pense qu'il y en a merde. qui sont inscrits il y a longtemps et qui ont oublié depuis, quoi. Il y a aussi des amicales de coiffeurs qui se mettent dessus histoire de me soutenir, des choses comme ça, quoi. Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, ok? Alors, Kev Adams, c'est un nom de scène, hein? Bien sûr. C'est un peu comme Jacques Attali, qui en fait s'appelle Robert Brigoulex. Votre vrai nom, c'est Kevin Smadja. Alors, vous êtes déjà le premier Kevin à être devenu célèbre. Je sais pas. Si. Bah, vous les avez tous reçus depuis 1873, les frères, alors, c'est à vous de me le dire, hein. Vous avez fait un procès à vos parents pour ça, non? Non, mais j'en parle dans mon spectacle, je dis que ça fait partie des 10 pires prénoms qu'on puisse donner à un enfant. On est bien d'accord. Avec Thierry également, Oui, je Thierry. trouve. Alors, vous êtes né à Paris le 1er juillet 1991, père dans l'immobilier, mère dans la finance, C'est ça, famille originaire d'Algérie, de Tunisie. c'est exact. Et malgré la galère qu'a été le retour en métropole pour tous ces gens-là, vous, dans votre famille, il y avait une philosophie évidente, la vie est une fête. Oui, mon grand-père vivait donc à Tunis et il faisait des spectacles de rue. Il adorait ça. Et quand il est rentré en France,
Évidemment, il ne faisait plus ça du tout. Et du coup, ça lui manquait. Et donc, il a essayé de nous inculquer cette culture du spectacle improvisé. Parfois, on était chez lui dans le salon et puis il nous disait, allez hop, on y va. Toi, ton cousin, ta cousine, vous me faites un spectacle. Alors toi, tu seras Johnny Hallyday, toi, tu seras Michel Sardou. Et puis toi, tu seras la salsa du démon. Allez, c'est parti les gars, on s'éclate. Et moi, j'ai grandi là-dedans, quoi. Et donc, forcément, le spectacle, ça a toujours été pour moi synonyme de fête. Ouais. Alors, de l'âge de 8 ans à l'âge de 13 ans, vous êtes en surpoids. Oui. Grave. Merci de le rappeler. Ouais. Mais ça va maintenant. Ça va mieux. Alors, à l'adolescence, vous avez des boutons, un appareil dentaire. Enfin, vraiment, vous avez très, très mal commencé. Thierry, il se fout trop de ma gueule, il sort. Et là, vous vous réfugiez dans le rire. Oui, parce que quand on a 14-15 ans, qu'on déménage du 19e pour arriver à Neuilly-sur-Seine et que personne nous connaît, c'est genre, t'es moche, t'as des boutons, t'es dégueulasse, Ouais, on n'a pas envie de te parler, quoi. Et du coup, ma seule manière d'exister, c'était de leur dire, je vais pas vous pécho parce que je suis pas très beau, je vais pas vous raconter des belles histoires parce que je suis pas le plus intelligent d'entre nous, mais je vais essayer de vous faire marrer et d'être le plus drôle, ce sera ma manière d'exister. Et voilà. Et là, vous commencez, vous écrivez vos premiers sketchs très jeunes dans des cahiers d'écoliers. Dans mon cahier d'histoire géo. Et alors, vous avez 17 ans lorsque Elisa Soussan, qui s'occupe d'Anne Roumanoff, vous propose un passage à l'Olympia dans une carte blanche. C'est ça. Et là, vous êtes terrorisé. Vous vous dites, si quelqu'un qui trouve Anne Roumanoff drôle me trouve drôle, je suis foutu. Je suis mort. Et à partir de là, tout est allé très vite, comme on dit à la télé quand on n'a pas trop de temps. Et vous voilà aujourd'hui avec un film, votre premier film. Ça s'appelle Fiston. C'est ça. Le pitch, donc, c'est un ado terriblement gauche qui veut draguer une fille sublime et qui demande à Franck Dubosc des conseils parce que lui avait séduit la mère 20 ans auparavant. Exactement. Ouais. C'est un fils unique, il a Ouais. vécu avec sa mère toute sa vie, ce personnage, et sa mère, on sent qu'elle est quand même très angoissée pour lui au niveau sexuel. C'est-à-dire Ouais. qu'elle n'arrête pas de lui faire des allusions, genre « on mange de la saucisse ce soir, Voilà. qu'est-ce que t'en dis ?» C'est ça. et lui, il est super mal à l'aise avec ça parce que c'est sa mère, et J'adore. parce que c'est la seule image parentale qu'il a, et il se dit « t'as la seule image parentale que j'ai », elle me dit « bah va baiser mon fils, Ouais, va baiser ouais. ». Et on connaît un peu j'ai envie de dire les comédies romantiques typiques, comment ça se passe en général, et là Ouais. j'ai trouvé que c'était tout l'inverse de ce qu'on avait l'habitude de voir. J'ai trouvé ça pas mal. Je pense que ça peut marcher. Eh ben c'est gentil. On regarde à quoi ça ressemble. Moi, Deuxième. c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valenti. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. Moi aussi, il y a presque 20 ans, j'étais très amoureux de Monica Valenti, la mère de Sandra. Personne n'a jamais aucune chance avec elle. Sauf Antoine Chamoine. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Plus bref. Ok. Alors en fait, Encore plus bref. je suis fou amoureux d'une des plus jolies filles de la région. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. T'es puceau. En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine. Cousine? Ouais, enfin, hyper éloignée, hein. La fille du frère de ma mère. Ta cousine. Votre fils prendra du vin. Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Je vois. Voilà, ça s'appelle Fiston, avec Franck Dubosc, ça sort mercredi. Avant tout, un mot pour Valérie Benguigui, qui nous a quittés en Bien décembre. sûr, bien sûr. La seule chose que je dis aux gens souvent quand je vais présenter le film en province, c'est que le film vous plaise ou non, prenez quand même une seconde à la sortie pour penser à une grande artiste française qui nous a C'est quittés vrai. trop tôt, Ah oui. C'est vrai. malheureusement. Valérie Benguigui. Hey, si ça se trouve, Kev va devenir le prochain Franck Dubosc. Non, je déconne. Cette gecko, rebonsoir. Alors, vous êtes un rappeur un petit peu atypique parce que vous êtes blanc, vous êtes d'origine russo-italienne, vous venez du Val d'Oise et vous êtes ami avec Jean-Marie Bigard. D'ailleurs, on vous surnomme le Bigard du rap. Non, la grossièreté, des fois amenée avec certaines finesses, moi ça me fait rire et voilà, le point commun avec Bigard. Alors, c'est marrant, aujourd'hui, un blanc qui fait du rap, c'est un peu comme un noir à l'Assemblée nationale. C'est très étonnant. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, vous vous appelez Nicolas Salvadori. Exactement. Et le pseudo Seth Gecko, ça vient du personnage de George Clooney dans Une nuit en enfer. La musique que je fais, elle est vachement axée sur le cinéma. Et voilà, j'ai pris mon nom de rappeur dans un film de Tarantino. Alors vous dites, je veux casser les clichés du rap. Mais quand on vous voit, là, franchement, vous cassez rien du tout, là, comme cliché. Donc, quand même- Ah, c'est pour faire plaisir au public.
On leur donne des os à ronger. Ouais. En revanche, musicalement, vous êtes différent. Vous êtes le premier rappeur punk. C'est-à-dire que votre rap, en fait, contrairement aux autres, est influencé par le rock alternatif français, c'est-à-dire les Vents Passent, Gogol Premier, les Berruriers Noirs. C'est pas au niveau de la musicalité, il n'y a pas trop de guitare, mais c'est dans le l'esprit, propos, quoi. c'est subversif. Vous êtes influencé par San Antonio, par Audiard, par Bigard. Ouais. Donc un côté un peu franchouillard, quoi. Faites un peu du rap franchouillard, finalement. C'est comme ça que je me définis, du rap franchouillard. Ouais. Il y a un morceau qui s'appelle Barbuck. Il fallait le faire dans le rap, de parler de mayonnaise et de chips et de merguez et de saucisses. Alors vous aimez les proxénètes et les mauvais garçons. Vous avez fait de la tôle, vous? Ouais, exactement. Combien? Pas longtemps, 4 mois, c'était un stage. Alors vous vivez une grande partie de l'année en Thaïlande. C'est parce que là-bas, on peut corrompre les flics? Aussi, mais c'est parce que j'ai ma femme et ma fille là-bas, et puis j'essaie d'ouvrir des établissements comme il y a beaucoup de Français. Et de temps en temps, vous revenez en France pour faire un disque. Alors à sa sortie, cet album est devenu directement numéro 1 des ventes devant Emmanuel Moire. Bravo. Alors Michel Larocque, rebonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de vous voir ce soir, Michel. Mais moi aussi. La dernière fois que vous êtes venu dans une de mes émissions, c'était en 2008, pour la sortie du film Enfin Veuve. Depuis, plus rien. Pas un coup de fil. Mais vous non plus. Barouin est jaloux. Pourtant, notre histoire, Michel, Oui. c'est vieux maintenant, c'est l'histoire ancienne. Mais oui, regardez. Ça vous a plu les fleurs dans la loge, Michel? Non mais Thierry, c'est tout vous, ça. Votre délicatesse. Vous savez que vous devriez faire de la télé? Ah oui? Ouais, vous êtes vachement bien. Si vous faisiez une émission, elle s'appellerait La Classe. Oh. Ah oui, parce que vous en avez de la classe. Votre parfum, c'est quoi? C'est Alia. Je suis très embêtée parce que je ne le trouve plus. Il s'arrête. Ouais. C'est dommage que ça m'excite. Ah oui. Faut que je le trouve très vite. Ah ouais. Vous étiez où, Michel, quand je cherchais la femme de ma vie? Oh, mais j'étais là, Thierry. C'est ça, là. Et si on partait tous les deux, là? Où? Je sais pas, on plante tout le monde, on s'en fout de cette émission. Bah où? Je sais pas, on boit un verre à la maison. Mais volontiers, j'adore votre femme, Thierry. Alors maintenant, tout ça, évidemment, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, dans votre vie, il y a Harry Potter. Regardez. Excuse-moi. Michel, c'est vrai qu'il a mué. Moi, je suis sûr qu'il sera président de la République. Alors l'avantage avec lui, c'est qu'il a déjà eu une aventure avec une actrice, donc après, il pourra se concentrer sur son boulot. Et alors, il y a un truc, moi, vous savez que j'aime beaucoup François depuis de longues années. Il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial chez lui, c'est qu'il a des mocassins à glands et qu'il rappe. Millénaire, sali empoisonné en galère, un pilote et 50 ans que ça relase. Quoi? Masse conscience que seul François Barouin. Que j'écrive sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite quand tu l'embrasses sans espoir. La mutation s'annonce, la nature que tu obtures, le côté obscur de la... Oui, c'est pas mal, non? C'est pas mal, mais il a pas la même voix quand il passe à la télé quand même. Non, là, quand il rappe, il devient hardcore. Ouais. Michel, vous êtes ici pour la sortie en DVD d'un spectacle avec Pierre Palmade, Absolument. intitulé Il se re-aime, Oui. mise en scène par le génial Alex Lutz, et on peut dire que c'est redrôle. J'espère. En tout cas, Ah nous, ouais. on a eu beaucoup de plaisir Ah ouais, à le très jouer bien. et le public a été très présent dès le début Je les jusqu'à ai la vus tous fin, les donc trois. c'est formidable. C'est très drôle, franchement. C'est un des meilleurs trucs que vous ayez fait, Michel, franchement. Et c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Hein. On va le regarder. Qu'est-ce que tu leur as dit? Mais rien, j'ai répondu à leur annonce. Ah, c'était ça ta surprise? On va dîner avec des échangistes? Et où c'est que tu l'as trouvé cette annonce? Dans le Nouvel Obs. Oh putain, faut arrêter de lire ce journal, hein? Il nous fait faire que des conneries. Ah ben je peux pas, hein. Pourquoi? Je suis abonnée. Je ne dînerai pas avec des échangistes. Hein. Tu sais, c'est pas trop pour le dîner, hein. Elle disait quoi ton annonce? Ah,
Alors je la connais par cœur. Jeune couple très câlin, beau et belle et partageur, cherche couple complice pour jouer avec eux. Oh, pour jouer avec eux? Ça m'étonnerait que ce soit un plan Monopoly. Ah ça va, monsieur Plan-Plan, on n'a qu'une vie. Ça va nous faire des souvenirs. Oh, on va pouvoir le raconter. Donc c'est écrit par vous, c'est très drôle. Pierre, hein. Avec Pierre. Oui. Parce que les deux premiers avaient été écrits par Muriel Robin et Pierre, et c'est la première fois là que Bah, j'écrivais. c'est aussi drôle. Eh ben, je vous remercie. Bah, vraiment, oui. Il y aura une suite, non? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Vous pourriez faire Il rebaisse pour un soir. Que vous pouvez écrire. Ah oui. Bien, film. Alors, le film s'appelle Jeux dangereux, Oui. donc, et en partenariat avec le site Tous Coprod, donc vous coproduisez avec le public. Oui, c'est ça. C'est une première On a- en France. On a rassemblé plus de 2000 coprods et plus de 400 000 euros. Ce qui paye votre salaire. Non, pas complètement. Hein. et donc, en fait, oui, cet argent va surtout servir justement à gérer toutes les contreparties que les coprods peuvent obtenir. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on les embarque. Pendant le tournage, il va y avoir un making-of tous les jours sur leur blog. Ils vont pouvoir voir leurs films se tourner tous les jours. Et certains n'ont donné qu'un euro. Ils peuvent être au générique. Enfin, je veux dire, c'est un truc que je trouve... Enfin, je suis très heureuse de vivre ça. Ah, c'est une très bonne initiative. Est-ce qu'ils ont le droit de coucher avec les actrices? Alors, non, Non. mais les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Ah ben ça, c'est C'est génial. bien, ça, c'est une première mondiale. Hein, c'est bien. Alors, là où on voit que vous avez des origines roumaines, pas- c'est que vous êtes partout en train de dire « Papa malade, maman malade, toi donner argent. S'il vous plaît, toi donner argent pour film. » Tu vas avoir des problèmes avec ma mère. Et là, les gens font semblant de téléphoner quand ils vous voient arriver. Et il y en a même qui s'enferment dans leur loge. Thomas? Comment on fait pour mon film? Je suis en train de pisser là. Non mais je sais, mais là j'ai besoin de savoir tout de suite. Comment on fait pour mon film? Je suis vraiment en train de pisser, Ah d'accord, ok, d'accord, ok. Christophe? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour mon film alors? Mais non, tu sais, c'est pour mon film, tu sais ce que je t'ai dit? Ouais. Bah ouais, on fait comment? C'est ça que je veux... Je suis en train de... Ah pardon, Je suis dans la grosse ok, commission. ok, pardon. C'est très drôle. Alors, M. Pokora a aidé cette mais initiative. ils sont tous coprods. Très bien, mais rassurez-moi, il ne va pas faire la musique du film. Oh, rien. Donc si on veut envoyer de l'argent, on peut encore envoyer de l'argent. Alors oui, mais maintenant, c'est plus sur le même site. Maintenant, ça s'appelle monfilmavecmichel.com. Moi aussi, je vais monter un site qui s'appelle lesvacancesdekev.com. Vous pouvez donner de l'argent. Jacques Attali, rebonsoir. Alors Jacques Attali, vous êtes professeur, essayiste, romancier, biographe, dramaturge, éditorialiste, financier, philosophe. C'est quoi qui marche le mieux avec les filles? La conversation. Alors, avant de parler de vous et de votre 8e roman, Jacques, je voudrais qu'on dise un mot quand même sur le scandale Buisson, qui occupe évidemment l'actualité depuis une semaine. De façon plus générale, d'abord c'est honteux de se faire ça, mais je pense de façon plus générale, aujourd'hui, les technologies sont telles que tout le monde peut avoir un stylo, un magnétophone en permanence. Donc ça rentre dans une évolution très profonde de notre société qui est une sorte de dictature de la transparence, où tout le monde connaît tout sur tout le monde et il sera de plus en plus difficile de cacher quoi que ce soit. Donc il faut vivre avec. Mais là, si ça se trouve, on est enregistré. Mais oui, il faut se méfier. Alors, à l'époque où vous travailliez avec François Mitterrand, c'est vous qui avez recruté François Hollande à l'Élysée. Regardez, il était très beau. Hein. Non, mais c'est vrai, Michel. Il était pas mal. Ah non, mais... Tu l'aimes pas, là? J'ai aucun avis, Non, sérieusement, c'est intéressant. Quand vous l'avez vu comme ça la première fois, vous avez tout de suite repéré qu'il serait président de la République? Je pensais plutôt que c'était Ségolène qui avait une vocation, parce qu'elle était beaucoup plus engagée dans la vie politique, elle était beaucoup plus focalisée sur cela. François avait, il y a toujours d'ailleurs une certaine distance. Il est capable de faire autre chose, il a une culture plus vaste. Il n'est pas un homme politique au sens de ceux qui ont une obsession pour leur métier, qui n'ont rien d'autre dans la vie. C'est pas son cas. Mais à l'époque, vous qui avez toujours cette préscience, vous n'avez pas vu Julie Gaillet?
Pas encore. Alors, il était prometteur, en tous les cas, dites-vous. Oui. C'est vrai qu'il promet beaucoup. C'est facile, ça. Oui, c'est facile, mais bon. Alors, en 2012, vous avez soutenu François Hollande. Hein. Oui. On va voir. Bonsoir, c'est François Hollande, parce que j'estime que dans la conjoncture actuelle de la société française, l'important, c'est de réduire de façon juste les déficits, c'est de créer une espérance européenne et c'est de donner une priorité à la jeunesse. Vous devez être drôlement déçu aujourd'hui. Non, pas tellement, parce que si on compare ça à la situation qu'il a trouvée, le déficit a été réduit, pas assez à mon goût. L'espérance européenne a été reprise, puisqu'il y a eu un accord sur des questions qui étaient en dispute à ce moment-là, et la priorité à la jeunesse, il la répète tous les jours. Donc non, sur le plan des principes. Maintenant, un homme politique, c'est pas seulement des principes, c'est pas seulement une orientation, c'est aussi une vitesse d'exécution. Et peut-être que là-dessus, on pourrait dire autre des choses. Alors, François Hollande, président, on vous écoute beaucoup. Il s'inspire du rapport de la Commission de libération de la croissance qui vous avait été demandé par Nicolas Sarkozy. Le pacte de responsabilité, c'est vous ? Par définition, quand j'étais conseiller d'un président de la République avec un bureau à côté, et encore plus quand je ne le suis pas, les idées d'un président de la République sont les siennes. Ah oui, faites cadeau. Ouais, bien sûr. Mais en fait, avec François Hollande, vous êtes assez complémentaires. Hein. Lui, son ennemi, c'est la finance. Et vous avez compris comment la finance fonctionne. La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer. J'ai un camion de pantalons. Les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi. Un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaoul qui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi. Des pantalons, $49. Ah, formidable. 49. Formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49 des pantalons immétables. » Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Alors, vous connaissez bien la finance. Alors, Jacques Attali, vous êtes l'auteur de plus de 50 livres, traduits dans 20 langues et diffusés à 6 millions d'exemplaires. Et votre dernier livre, qui est un roman, s'intitule « Notre vie distille », qui est publié chez Fayard. Alors, le pitch, vous le faites ou je le fais ? Je vous laisse. Alors, c'est un prof de maths qui fait des conférences dans le monde entier, qui rencontre une femme mystérieuse qui possède comme lui un don de préscience et qui réclame son aide. Et pendant ce temps, il y a une grave crise internationale qui se développe et les médias publient en avance des informations sur ce professeur de mathématiques alors qu'il n'a pas encore donné les interviews correspondantes. C'est pas mal. Oui, c'est super pitch, franchement. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. C'est un roman. Donc un roman, on prend le lecteur par la main, on essaie d'entraîner à la fin. Et c'est un roman d'aventure, un roman aussi sentimental, mais c'est en même temps une volonté de confronter des gens qui ont un don qui est de voir un peu ce qui va se passer devant eux. Alors, il y a de nombreuses allusions dans votre livre aux travaux de Mandelbrot sur les fractales. Alors, il est professeur de mathématiques et il est professeur d'un domaine très particulier qui sont les fractales, que j'explique de façon très simple dans le roman, mais qui sont une façon de décrire l'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est, par exemple, une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale, mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique, et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça est vrai. C'est très étonnant, absolument. Un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que... Le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Et eux ont inventé une façon de prévoir l'avenir qui est exactement ce qu'on appelle le code binaire ou le code booléen en mathématiques modernes, qui a donné l'ordinateur numérique d'aujourd'hui. Et en fait, on sait très bien comment c'est passé, parce que c'est passé de l'Afrique de l'Ouest au Xe siècle par les marchands arabes jusqu'à Cordoue, puis de Cordoue jusqu'en Hollande, et c'est là que Leibniz, puis d'autres, ont inventé le calcul numérique. C'est passionnant. Invitez Jacques Attali chez vous, c'est quelqu'un de compagnie excellente. Non, c'est bien.
Ça m'a scotché, ça. Jacques, on vous appelle souvent monsieur Je sais tout. Alors, on va faire une interview modeste. Jacques Attali, quel est le plus grand échec de votre vie? Je pense qu'il est encore à venir, on verra. Ah, très bien. En quoi êtes-vous vraiment mauvais? Je ne sais pas dessiner. Ah, voilà. De quelle affaire auriez-vous mieux fait de ne pas vous mêler? Non, je ne vois pas. Que n'avez-vous jamais compris? Je n'ai jamais compris pourquoi nous sommes mortels. Ouais. Quelle est la critique que l'on fait de vous qui est vraie? Que je suis impatient. Ah oui. D'ailleurs, depuis un moment, je regarde ma montre. Dans lequel de vos métiers avez-vous été le moins performant? Mais il y en a un que j'ai commencé il y a peu et où j'ai beaucoup de progrès à faire, mais qui ma passion, c'est la direction d'orchestre symphonique. Ah ouais. Et donc là, j'ai encore vraiment, même si je le fais beaucoup et je le fais dans le monde entier, mais c'est vraiment là où je me considère avoir une grande marge de progression. Quand vous mettriez-vous des baffes, des fois? Vraiment? Justement, quand je manifeste mon impatience de façon inutile, et que ça peut blesser des gens. Ouais. Dernière question, qu'aimeriez-vous effacer de votre biographie? Rien. J'aimerais avoir le temps d'y rajouter tout ce que j'ai dans mes rêves. Bravo. Voilà, on passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Michel Grabart, professeur d'histoire de la Russie à l'Université de Rennes, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, Poutine mérite-t-il le prix Nobel de la paix? Vladimir Poutine mérite-t-il le prix Nobel de la paix? Alors vu le contexte, on entend déjà les cris d'indignation. Mais après tout, Obama a reçu le prix Nobel en 2009. Alors, est-ce que Poutine fait vraiment moins d'efforts pour la paix qu'Obama? Ben, ça dépend de quel point de vue on se place. En 2011, par exemple, Poutine a reçu le prix Confucius, l'équivalent du prix Nobel de la paix, mais attention, décerné par les Chinois. Et alors, depuis quand la vie des Chinois aurait moins d'importance que la vie des Norvégiens? En 2003, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, Poutine était du côté de la paix, allié avec la France et l'Allemagne pour refuser la guerre. Et c'était bien vu, puisqu'après, l'Irak a sombré dans la guerre civile. En 2011, Poutine a mis en garde Sarkozy et Obama contre les conséquences d'une guerre contre Kadhafi. Bien vu, puisqu'après, vive la Libye! Il a fallu aller sauver le Mali des islamistes. Alors quand Poutine a empêché Hollande et Obama de se lancer dans une guerre en Syrie, est-ce qu'il n'a pas eu raison? D'accord, Poutine passe pour le méchant et Obama pour le gentil, mais ça, c'est surtout de la com. Pour plaire aux Américains, Obama doit avoir l'air cool. Tandis que, pour plaire aux Russes, il vaut mieux que Poutine ait l'air d'un dur à cuire. Quand quelques Pussy Riots sont envoyés dans les camps, Poutine passe pour un dictateur. Mais de son côté, Obama n'a toujours pas fermé Guantanamo, comme il l'avait pourtant promis. On reproche à Poutine sa brutalité en Géorgie et en Tchétchénie. Mais avec ses drones, Obama a fait exécuter plus de 2400 personnes à travers le monde, et sans aucun jugement. Alors c'est vrai, la Russie est une oligarchie dirigée par les services secrets. Mais on pourrait en dire autant des États-Unis. Les multinationales américaines sont les plus puissantes au monde, et grâce aux révélations d'Edward Snowden, on sait que la NSA espionne les ordinateurs et les téléphones de tous les terriens. Alors, puisqu'Obama a eu le prix Nobel de la paix, pourquoi Poutine ne pourrait pas lui aussi avoir une petite chance? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Michel Grabart, bonsoir. Vous êtes agrégé de russe, professeur d'histoire de la Russie à Rennes. Votre grand-père est né à Kiev. Vous êtes vous-même d'origine russe. Bienvenue parmi nous. Alors, Poutine mérite-t-il le prix Nobel de la paix? Est-ce qu'on est victime de la propagande occidentale, comme les Russes sont victimes de la propagande du Kremlin? Est-ce que les médias sont capables, à mon avis non, d'exposer le point de vue de Poutine clairement en donnant ses arguments? Jacques Attali. Je trouve que ce reportage, comme cette conversation que nous sommes en train d'avoir, est très grave parce que vous êtes en train de donner le sentiment que tout se vaut.
que les démocraties et les dictatures, c'est la même chose. Attendez, Poutine, il a été élu au suffrage universel. Que les démocraties et les dictatures, c'est la même chose. C'est vous qui dites que c'est une dictature. 70% des Russes sont favorables à Vladimir Poutine. Nous, on a notre président, il est à 16%. Personne ne contestera que à l'est de l'Europe, dans un très grand nombre de pays, il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour la démocratie. Mais est-ce que finalement, il ne serait pas temps pour les Occidentaux de comprendre que tout le monde ne pense pas comme nous? Nous avons une conception de la démocratie et de la liberté qui est maintenant à peu près commune à l'échelle de la planète. C'est que l'économie de marché, c'est mieux que le plan, et la démocratie, c'est mieux que la dictature. Tout le monde est d'accord avec ça. La Chine est encore une dictature. Les pays de l'ancienne Union soviétique sont pour la plupart d'entre eux des dictatures. Et là où je suis très, très inquiet, c'est quand elles se camouflent sous forme de démocratie, qu'elles font croire qu'elles ont un parlement, qu'elles ont... tout le monde fait croire qu'il est une démocratie, c'est pas le cas. Michel, est-ce que Poutine est un dictateur? En fait, Poutine, on ne comprend pas très bien en Occident la façon dont il fonctionne. Son logiciel, c'est qu'il propose en fait à l'Europe un partenariat ambitieux, considérant que l'Union européenne, c'est pas terrible du point de vue économique, que lorsqu'on a une inversion de la courbe du chômage de 0,1%, il n'y a pas de quoi pavoiser. Donc il propose en fait une intégration de l'espace eurasiatique et de l'Europe. Là, je ne suis pas à convaincre. Si je peux me permettre, j'ai créé la seule institution européenne qui rassemble les pays de l'Est et de l'Ouest, et j'ai mis la Russie en Europe. Maintenant, on peut très bien comprendre aussi que la Russie est un immense pays. Catherine II déjà disait « on est trop grand pour être une démocratie ». On peut comprendre ce point de vue, mais qu'on ne nous dise pas que c'est une démocratie. Cela dit, ce qui les gêne principalement, c'est que lorsqu'on parle de l'Union européenne, on parle assez vite de l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas eu le courage de construire une défense européenne. Et donc, pour notre défense européenne, on doit faire appel aux Américains. Et vraiment, le vrai problème avec les Russes, la vraie pierre d'achoppement, c'est lorsqu'ils pensent que toute adhésion à l'Union européenne va déclencher automatiquement une adhésion à l'OTAN. Et l'OTAN, de leur point de vue, c'est une organisation qui est dirigée contre eux. Bah oui. Alors, juste sur le point de la démocratie, là, parce que c'est un mot qui revient tout le temps dans votre bouche. Du point de vue russe, évidemment, on n'a pas c'est pas tout à fait la même chose. D'abord, la période Yeltsin, malheureusement, a dévalorisé ce terme de démocratie. Il y avait même un vilain jeu de mots où on faisait rimer démocratie avec diermokratia. Le mot diermo, ça veut dire de la merde. Donc, parce que la période Yeltsin a été une période d'effondrement du niveau de vie. Oui, il y a ça en plus. Enfin, il a quand même le chef d'État le plus bourré de tous les temps, quand même. Oui, la démocratie, malheureusement, est dévalorisée par l'état de fait entre 90 et 2000. Comme c'était l'effondrement de la production. Je crois que la raison pour laquelle la démocratie est mal vue en Russie, c'est que la période démocratique qui commence en fait avec la perestroïka, avec Gorbatchev, a provoqué la fin de l'Union soviétique. C'est-à-dire le fait que justement existe l'Ukraine et que la Russie soit coupée en morceaux. Et un des grands regrets de Poutine, c'est que la brève période démocratique a conduit à la fin d'un empire. Et c'est pour ça qu'il faudra du temps avant que la Russie y revienne. Mais alors, sur l'histoire de l'Ukraine, par exemple, pourquoi Obama se mêle de ce qui se passe en Ukraine? Tiens, non mais attendez, Poutine ne se mêle pas de ce qui se passe au Canada ou au Mexique. C'est son terrain, l'Ukraine. Pourquoi venir le faire chier dans son territoire? Après, on s'étonne qu'il s'énerve. Mais tout le monde s'énerve. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelait Deer Hunter? Oui. Le début de Deer Hunter, c'est un long... Non, je connais le film, Voyage au bout de l'enfer avec De Niro et Christopher Walken. C'est une longue scène de mariage. Un mariage quoi? Ukrainien. Où? À Chicago. Ça vous dit rien, Chicago? La ville de Obama. C'est tout simple. Une grande partie de l'Ukraine se trouve aux États-Unis. Et ils ont une raison très profonde de s'intéresser à l'Ukraine, comme ils s'intéressent à la Pologne, comme ils s'intéressent à l'Europe, parce que les États-Unis, d'une certaine façon, c'est une Europe qui a réussi, qui a rassemblé tous les Européens. Et donc, c'est d'une certaine façon une nation européenne, et ils ont toutes les raisons de s'intéresser à l'Ukraine. Bien, Michel, pensez quoi de Vladimir Poutine? Moi, je suis une fille de Roumaine, hein, donc la Russie, c'est un sujet un petit peu... pointu à la maison, mais c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de générations qui n'ont pas connu la démocratie dans ces pays-là et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Enfin, je veux dire, les Russes, les Roumains, enfin, je veux dire, à l'Est, il y a toute une rééducation qui doit s'opérer. Kev, vous pensez quoi de Vladimir Poutine?
on sait que le peuple de l'Est a cette manière un peu plus rude de s'adresser aux gens, etc. Ce qui ne fait pas d'eux forcément des gens méchants et ce qui ne fait pas des Américains qui sont plus cool quand ils parlent, des gens forcément gentils. Moi, je ne me fie pas à ça. Je pense simplement, au-delà de Poutine et tout ça, je pense que la démocratie, c'est une chance et qu'il faut qu'on se batte pour la conserver. Très bien. 7, vous l'aimez, vous l'aimez pas? Il me fait penser à un rappeur, moi. Ah ouais? Ouais, À il cause des exhibe ses chaînes, des muscles, gonzesses, il tire avec son pistolet, tout ça. Non. Pour l'aspect artistique, quand il fait enfermer dans les goulags les Pussy Riot, c'est ça? Je trouve que ça a un peu des allures de dictature quand même. Moi, j'ai des étudiants, garçons, qui aiment bien Poutine, hein, qui aiment bien son côté viril, macho, sportif. Donc, il est assez populaire d'ailleurs dans des milieux sociaux relativement modestes. Hein. Il est aimé par les étudiants garçons que j'ai. Et enfin, tout de même, moi je ne le connais pas personnellement, hein, mais je suis obligé de constater que, d'abord, Solzhenitsyn l'a reçu. Moi, ma garantie morale, c'est Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, qui a quand même dénoncé le goulag, il était vieux, il n'était pas obligé de le recevoir chez lui. Il a reçu, ça veut dire qu'il a considéré que c'est quelqu'un qui a fait plutôt du bien à son pays. Il a renforcé la Russie dans ses Sur le plan frontières. économique d'abord, Oui. sur le plan du prestige international aussi. Sur le plan économique, il y a eu à peu près entre 2000 et 2010, il y a eu à peu près 7% de croissance par an. Nous, ce qui est quand même... Bon, aujourd'hui, ils sont dans la difficulté. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas les sanctions, ce n'est pas une très bonne idée, parce qu'effectivement, ils ont une croissance qui s'effondre, parce qu'ils n'ont pas fait les investissements nécessaires. Je pense qu'il faut, avec eux, mener une politique d'investissement croisée. Alors, Michel, faut-il un Poutine à la France? Oh non. Kev, un Poutine pour la France? Non. Je pense que Poutine, il a aussi une personnalité, une manière de parler, une manière de diriger qui est très, très russe, qui est très de l'Est, et que ça n'irait pas à notre pays. Nous, on aime bien les gentils, ceux qui se baladent en scooter pour aller chercher leur meuf, tranquille, quoi. Ah, d'accord. Ah ben là, on est servi, alors. Très bien. Michel Grabat, merci d'avoir été avec nous. Jacques Attali, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Frédéric Marin. Bonsoir. Alors, Frédéric, en novembre 2011, votre fille Agnès, 13 ans, était sauvagement violée et assassinée par un camarade du collège Le Sévenol, un établissement haut de gamme situé au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Poursuivi pour un viol commis 1 an plus tôt, son assassin avait été jugé non dangereux par les psychiatres. Depuis, il a été condamné à la prison à perpétuité. Mais pour vous, l'affaire ne peut pas s'arrêter là. Comment l'assassin a-t-il pu se retrouver scolarisé dans le même établissement que votre fille, 1 an après en avoir violé une autre? Pour obtenir une réponse à cette question, vous avez décidé d'attaquer l'État pour faute lourde. Absolument. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Ça va? Ça va pas mal. Ça va? En quoi de neuf cette semaine? Bah, comme d'habitude, hein, de la politique, de la guerre, de la dette, du cul. Comme dirait Francis Cabrel, un samedi soir sur la Terre, voilà, on y est. Première affaire, qu'on va traiter l'affaire Buisson. Alors Buisson a enregistré Sarkozy. Bon, Buisson, il faut le comprendre, il est plutôt jeune. Hein. Il n'osait peut-être pas porter une prothèse auditive devant le président, donc Enfin, faut avoir un peu de cœur. Moi, j'ai envie d'organiser un dîner avec Buisson, Copé et Duflo, le commandant du Costa Concordia, et leur dire « À votre avis, c'est quoi le truc qui vous lie tous ensemble? C'est quoi le point que... » Tu vois? Vous ferez le 20h, mais jamais en tant que présentateur. Ça, c'est mort. J'ai écouté quelques podcasts. Quelle erreur de timing, hein. Sur ces enregistrements, Sarko avoue qu'il est entretenu par sa femme et qu'il a des scrupules à avoir des appartements de fonction. Ça fait derrière le bling-bling, l'abbé Pierre. Voilà l'homme qu'on nous a caché. Moi, j'ai toujours su que c'était un chic type. Hein. C'est par pudeur qu'il jouait à l'enragé du drapeau et... Putain de bolcheviks qui l'auront eu, quoi. Ils l'auront eu, quoi.
Alors le PS est très choqué par cette histoire, ça c'est normal. Hein. Pour la gauche, d'habitude, c'est le président qui enregistre les autres. Donc, Ah oui, bravo. Affaire Copé. De quoi soupçonne-t-on Jean-François Copé, notre JFC national? On le soupçonne d'avoir acheté des prestations de conseil à 2 de ses potes. Mais enfin, c'est les seuls qu'il est. Je veux dire, vu son capital sympathie, c'est les derniers mecs qui sont d'accord de faire du commerce avec lui. Il faut le laisser, quoi. Moi, j'ai jamais compris la haine qu'il pouvait susciter. Et puis, j'ai regardé sa conférence de presse. Et là, bon, même avec beaucoup de morphine, tu sens qu'il y a encore de la souffrance. Hein. Non, mais quel faillot, quoi. On lui demande, mais mon petit, là, tu caches quoi dans tes mains? Ah, moi, je te les montre si les autres les montrent aussi. Hein. C'est la tête à claque intégrale. Non, mais moi, j'aimerais... Jean-François, tu sais, il va falloir vivre avec ta tronche, c'est comme les jambes d'Oscar Pistorius. Hein. Chez les handicapés, tu marques les esprits, mais chez les valides, tu seras toujours rejeté. C'est physique, Jean-François. Ton malheur, c'est d'être le Luxembourg avec le physique de l'Iran. Ouais. On sait que c'est injuste, mais on a quand même envie de faire des frappes préventives, quoi. C'est pas contre toi, hein. Tu sais, tu me fais penser à ce gosse, tête à claque, ou même quand tu sais que c'est pas de sa faute, t'as envie de lui en coller 2, tu sais. C'est horrible. Parce que ça fait du bien. Parce que ça... Et ton problème, Jean-François, c'est que tu t'es mis en tête une idée pas facile, hein. À terme, tu veux devenir le président de la République. Non, mais t'es allé chercher ça où? C'est vrai que lorsqu'on voit les sondages de celui qu'il est en ce moment, tu dis que ton heure est venue. Mais Hollande, c'est pas pareil. Il est arrivé au bon moment. Je veux dire, tu le disais toi-même, il succède à un mec qui était perçu comme antipathique. Je veux dire, après Sarkozy, les gens, ils auraient même élu un ragondin ou une machine à coudre. Hein. Tu tombes mal. Moi, je sais que tu veux être président, mais si t'aimes convaincre les gens, bosse sur M6 Boutique. ou je sais pas, moi, fais un métier qui agace, huissier, secrétaire de direction, doublure officielle de Cécile Duflot. Ça a marché. Là, il faut que tu te fasses à l'idée que même déguisé en Bambi dans la parade de Mickey, les enfants, ils vont te jeter des pierres. Et moi, je comprends que tu puisses trouver ça dur et injuste. Et t'as pas tort. En même temps, c'est ça qui est bon. Mais ton problème, c'est que tu veux faire président. Alors, vu la manière dont tu as été élu à la tête de l'UMP, tu sais, l'UMP, c'est pas un pays. Parce qu'en France, je t'explique, c'est un peu long, mais c'est important de lui donner des clés à ce mec, parce qu'il va toujours faire les mêmes conneries. Alors, faut l'aider. Tu vois, je t'explique. En France, on va toujours t'embêter avec un système où tous les 5 ans, on va convoquer des citoyens majeurs. Attention, même de gauche, hein, donc tu vois l'aberration, bref. Et ces gens-là, ils peuvent donner leur avis dans une espèce de cabine de douche où il n'y a pas de douche, où personne ne voit qui tu choisis. Tu te rends compte? Et après, c'est pas fini, hein, il y a une commission indépendante, donc personne de ta famille, on est d'accord, hein, qui dépouille et le Conseil constitutionnel, à la fin, il valide. Ouais. Tu vois que c'est pas un système pour toi. Oh là! Ouais! Ça s'appelle la démocratie. C'est bancal comme truc. Non, c'est bancal. C'est un truc qui a l'absurdité de demander à une caissière ce qu'elle pense du traité de Maastricht et à un énarque qu'est-ce que le chômage. Ah, tu vois. Mais heureusement qu'il y a des sujets plus légers, parce que Jean-François, je pense qu'on va s'en occuper toutes les semaines pour lui donner. Là. Alors, il y a l'Ukraine. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Ce ballet de type en uniforme dans des paysages enneigés. C'est beau, mais ça commence à être un peu long, la cérémonie de clôture de Sochi. Hein. Alors, vous allez dire, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles en Ukraine? Oui. Ah bah oui, Yanukovych est vivant. Ah ouais. Ouais. Vivant, mais pas téméraire. Il a quitté le pouvoir au bout de 2 jours de manif. Pour un dictateur, il joue pas dans la cour des grands. Hein, c'est pas... Alors que quand Bachar el-Assad a vu les images de la place Maïdan, il a cru que c'était vidéogag. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Médecine. Le mec avec un cœur artificiel est mort au bout de 75 jours. Französische Qualität. Non, mais on a dit qu'il a participé à l'effort de la science, c'est beau. Hein. Ouais, bon. On peut dire la même chose des Français. Hein. Sous Hollande, ils ont grandement participé au progrès de la fiscalité. Hein. Bravo.
faudrait terminer par une bonne nouvelle, car c'est une journée particulière. C'est la journée de la femme. Ah. Tant que c'est qu'une journée. Alors, elle est pas belle la vie? Bravo! C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Frédéric Marin, rebonsoir. Vous êtes né à Paris le 17 septembre 1965. Vous grandissez dans la capitale, où vous devenez pharmacien, puis créateur d'entreprise. Vous êtes marié à Paola. Vous avez 2 enfants, Alexandre et Agnès. Agnès qui est née le 26 novembre 1997 à Paris. Alors Agnès est scolarisée à Charlemagne, collège du Marais. Alors un jour, la direction de Charlemagne vous convoque. Agnès a séché la cantine pour aller s'acheter un paquet de biscuits au Monoprix d'à côté. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais enfin, ce n'est pas très grave. Le proviseur vous propose de la mettre en pension dans un lycée-collège qui s'appelle le Cévenol, à Chambon-sur-Lignon, qui est un truc assez haut de gamme, hein, qui coûte quand même 10 000 euros par an. Un établissement qui prétend aux valeurs protestantes, donc de la rigueur et en même temps une liberté de se prendre en main. Ouais. Alors, quand Agnès entre au Cévenol, vous culpabilisez un petit peu d'envoyer votre fille à 500 km, mais vous vous envoyez tous les jours des SMS, vous continuez à garder le contact. Oui. J'avais aucune envie qu'Agnès parte, mais pour moi, le Cévenol était une occasion de s'affranchir au fond de la tutelle des parents. Ouais. Alors effectivement, la scolarité d'Agnès s'améliore, les résultats sont en hausse, elle reprend goût à l'école. Hein. Ça lui fait du bien. Oui. Et il était bien convenu qu'elle y soit pour 1 an et qu'ensuite le but était qu'elle revienne. J'avais aucune envie qu'elle reste loin. Ouais. Le 16 novembre, un peu avant 18h, un surveillant vous appelle pour vous dire qu'Agnès n'est pas rentrée à l'internat. Et là, incroyable, il vous demande s'il doit appeler les gendarmes. Absolument, oui. Et vous lui dites, mais il y a un responsable, un directeur, un sous-directeur, quelqu'un qui est censé prendre des décisions? Non, non, je suis tout seul. Le lendemain, le 17 novembre, toujours aucun signe de vie d'Agnès. Alors là, vous prenez la route. En arrivant, l'atmosphère est lourde. Vous dites, ils savaient qu'ils avaient merdé quand même. Franchement, je ne me dis pas grand-chose. Je suis largué. Vous avez des gendarmes en face de vous. Ils vous interrogent, ils prennent votre déposition. Vous voyez, on commence par vous poser des questions sur vos relations avec votre fille. Et vous êtes tout d'un coup, vous décrochez du monde des vivants. Vraiment. Physiquement. Alors les gendarmes croient à une fugue, mais en fait, vous savez très bien qu'Agnès n'avait aucune raison de fuguer, enfin, je veux dire. Elle adorait la vie. Elle n'a jamais eu l'ombre d'un début de déprime ou de volonté de changer d'air. Quant aux élèves, ils racontent aux gendarmes qu'Agnès est partie dans les bois avec un certain Mathieu et qu'il est revenu sans elle, avec des traces de griffures sur le visage et qu'il a pris une longue douche en arrivant. Oui. Là. Vous savez, le moment où les choses basculent, c'est quand vous voyez les chiens policiers qui commencent à renifler. Vous comprenez que les gendarmes ne cherchent pas une fugueuse, mais un cadavre. Le soir même, le procureur vous annonce la terrible nouvelle. Le corps de votre fille a été retrouvé calciné dans les bois, à 10 minutes à pied de l'établissement. Absolument. Il l'a annoncé à la télé et il vient nous l'annoncer par la suite. Enfin, un gendarme nous avait déjà mis au courant. Voilà. Quand vous voyez un gendarme pleurer, vous vous doutez qu'il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer naturellement. Et surtout que le gendarme vous conseille de ne pas voir Agnès en vous disant, écoutez, franchement, la vue du corps de votre fille serait sans doute trop difficile à supporter. Non, oui, d'autant plus qu'il n'y a plus vraiment de corps, puisque il a fini par la brûler.
Alors, les semaines suivantes, les médias fouillent le passé du meurtrier, et là, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'un peu plus d'1 an avant d'avoir assassiné votre fille, ce Mathieu Moulinas a violé une adolescente de 15 ans dans un petit village du Gard. Il l'a menacée avec un couteau avant de la ligoter et de la violer avec un godemiché. Et grâce à Dieu, la jeune fille, à un moment, a une présence d'esprit incroyable. Elle a reçu un appel de sa mère et elle lui a dit « Écoute, voilà, il y a ma mère qui m'appelle, il faut que j'y aille, mais ne bouge pas, je reviens et on continuera notre affaire. » Ce qui lui a sauvé la vie, en fait. Oui. Malheureusement, il a purgé 4 mois de détention provisoire avant d'être libéré sous contrôle judiciaire suite à un rapport de 4 experts le considérant, attention, réadaptable, réinsérable et pas dangereux. Il y a un expert qui écrira en toutes lettres « Mathieu n'est pas dangereux ». Ce qui, pour une expertise, est relativement péremptoire. Et c'est sur la base de cette expertise, ou plutôt sur la base d'un coup de téléphone de cet expert, que le juge d'instruction décidera de le libérer. Ouais. Alors, en fait, en attendant le procès de ce Mathieu, après les 4 mois de détention provisoire, son père, M. Moulinas, l'avait inscrit au Cévenol en cachant la vérité à la direction. Il a dit « Oui, mon fils a eu quelques problèmes, attouchement sexuel, mais enfin, une bêtise. » Mais au moment de la reconstitution des faits, on apprend que le père a bien dit au directeur mon fils a été incarcéré 3 mois pour agression sexuelle. Ouais. Mais effectivement, pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui, la direction... Qui nous échappe, parlons-en. Financière, ça les intéresse de toucher 10 000 euros par an? Ils sont en redressement judiciaire à l'époque, donc ils ont besoin d'argent. Ah. Mais je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Alors voilà, le 16 novembre 2011, un mercredi, les pensionnaires du Cévenol avaient quartier libre pour l'après-midi. Mathieu appelle Agnès, votre fille, sur son portable et lui propose d'aller ramasser des champignons hallucinogènes dans les bois. Mais dans la forêt, la balade tourne au cauchemar. Mathieu ligote votre fille, la viole et la darde de 17 coups de couteau avant de la brûler avec de l'essence de briquet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. Il y a des moments où la vie bascule, et ça bascule tellement vite. C'est la justice qui l'a laissé sortir, sûrement pour de bonnes raisons. Mais il y a des choses qui sont arrivées qui n'auraient jamais dû arriver. C'est vrai. Alors pendant le procès, tout le monde se renvoie la responsabilité, mais personne ne s'excuse. S'excuser, c'est reconnaître un semblant de responsabilité. Simplement, personne ne se penche pour dire on est désolé de ce qui est arrivé. Le père de Mathieu déclare « C'est dur d'être le père de Mathieu Moulinas, mais il n'a pas un mot pour votre fille, quoi. » Je veux dire, lui, il pense à son problème de père, d'assassin, mais en aucun cas, il pense à la victime. Mais tous les gens que nous avons vus pendant ce procès, et au fond, tous ceux qui ont eu l'occasion de s'exprimer depuis novembre 2011, ont exprimé leurs problèmes. Ouais. Pour les experts, c'est compliqué, ils n'ont pas beaucoup de temps et de moyens. Pour l'école, ils avaient des impératifs économiques. Pour la justice, un viol aggravé en août 2010. La première victime, au fond, ce n'est qu'un viol et elle s'en est bien sortie. Pourquoi s'apesantir? Et donc, au fond, chacun passe la patate chaude à son voisin en disant tu vas bien te débrouiller. Et au bout du compte, voilà, on finit par plaindre Mathieu Moulinas dans le procès, quand même. On finit par constater que, oui, c'est terrible d'être son père. C'est difficile, oui. Alors, le verdict, quand même, perpétuité, sans excuse de minorité. Il faut dire que le Mathieu, il avait 17 ans et 11 mois à l'époque des faits. Mon seul regret, c'est que c'est le huis clos. Au fond, si la justice a un rôle d'exemple, il faut se pencher sur les événements, ne serait-ce que pour ne pas recommencer. Et ce qui nous touche, et c'est pour ça qu'on porte plainte, c'est le fait que beaucoup d'acteurs ne se sont juste pas posé la question de savoir ce qui avait posé problème. Et vous portez plainte contre l'État? Nous attendons simplement de l'État qu'il nous explique pourquoi il y a eu autant de procédures qui n'ont pas été suivies comme elles auraient dû l'être. Vous êtes parents. Vous avez envie de savoir si dans l'établissement de vos enfants, il y a des gens qui méritent d'être suivis. S'il avait juste eu un petit
petit astérix à côté de son nom en disant celui-là, il faut le surveiller, ça suffisait. La gendarmerie n'était pas au courant, le procureur de Clermont n'était pas au courant, personne n'était au courant que cet homme était à cet endroit-là et qu'il avait un passé lourd. Et le procès a révélé des choses qui sont inimaginables. Le suivi psychiatrique était fait par un psychologue qui n'avait pas de diplôme. Après être passé entre les mains d'une thérapeute lituanienne qui ne parlait pas français. Mais tout est comme ça. On était dans la 5e dimension, oui, et malheureusement... Vous y êtes toujours. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous échapperez à ce drame? Non, mais je ne veux pas échapper à ce drame. Sûrement pas. C'est la seule chose que je puisse faire pour ma fille. Merci de votre témoignage, c'est très courageux. Merci à vous. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Groland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.